Il existe des attractions qui naissent d'une idée technique, d'autres d'un simple besoin de sensations fortes. Et puis, il y a celles qui émergent d'une ambition tout autre, celle de raconter une histoire, une histoire que l'on vit autant qu'on la traverse, parfois même autant qu'on la subit. Ça s'est passé un 22 juillet 1994. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Bonjour Corinne, à ce moment-là, Disney est à la recherche de quelque chose de nouveau, d'une attraction suffisamment puissante, suffisamment emblématique, suffisamment marquante pour impacter durablement le public. Quelque chose d'unique qui parle de mystère, de fantastique, de peur aussi, mais avec élégance et avec style. Bonjour Nicolas, 22 juillet 1994, ce jour-là, un hôtel mystérieux ouvre ses portes dans ce qui s'appelle encore le Disney MGM Studio en Floride. Un hôtel figé dans le temps, inquiétant, presque abandonné. Un hôtel que l'on n'est pas sûr d'avoir envie de visiter. Et pourtant, son nom, The Twilight Zone Tower of Terror. Alors on sent tout de suite qu'on n'est plus dans l'adaptation classique d'un film Disney. Là on touche à autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant dans l'histoire des parcs Disney ? Ah oui, clairement. À la fin des années 80 et au début des années 90, Disney traverse une transformation profonde. Les parcs veulent évoluer, se renouveler, s'ouvrir à d'autres imaginaires et refléter davantage l'univers du cinéma. Pas seulement celui produit par Disney, mais celui qui constitue notre culture populaire au sens large. Or, il faut se rappeler qu'en Floride, à cette époque, un nouveau parc vient d'ouvrir, le Disney MGM Studio. Un parc pensé comme un hommage aux coulisses du 7e art. Un lieu où l'on découvre comment les histoires sont fabriquées, tournées, mises en scène. Le parc devient un véritable studio de tournage grandeur nature, où le visiteur n'est pas simplement spectateur, mais acteur d'un récit cinématographique. Et parmi ces récits, on va donc retrouver celui de cet hôtel maudit. Mais d'où vient-il ? Pour comprendre cela, il faut remonter bien avant l'ouverture de l'attraction, bien avant même que la tour ne domine l'horizon floridien. Il faut revenir à une œuvre fondatrice de la culture populaire américaine, The Twilight Zone ou la 4e dimension. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est une série télévisée américaine, non ? Tout à fait. Créée en 1959 par Rod Serling, la série révolutionne la télévision. Chaque épisode est un récit court, souvent fantastique ou de science-fiction, toujours porteur d'un malaise, d'un questionnement, parfois d'une morale. Le style est immédiatement reconnaissable. Un narrateur, en costume sombre, face caméra, qui vous accueille dans une dimension parallèle où le réel se fissure, où le quotidien dérape. Une dimension faite de sons, d'images, mais aussi d'esprit. Eh bien, avec tout ça, on peut dire que c'est toute une ambiance. C'est cette atmosphère, mélange d'inquiétude, d'ironie, d'élégance et de mystère, qui va profondément marquer des générations entières. Et lorsque Disney cherche une histoire capable de porter une attraction ambitieuse, cinématographique et immersive, la 4e dimension apparaît comme un choix presque évident. Elle possède une mythologie, un ton, une esthétique, des objets iconiques et un narrateur immédiatement identifiable. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour raconter une histoire avant même que le visiteur ne monte dans un ascenseur. Et l'idée de cet immeuble, elle naît comment ? À l'origine, la conception d'attraction est très simple. Une tour de chute libre, c'est tout. Mais Disney ne veut pas d'une attraction purement mécanique. Il ne veut pas d'une chute juste pour la chute. Il veut que cette chute soit la conséquence d'un récit, que chaque sensation ait un sens. Peu à peu, l'idée se précise. Et si cette tour était un hôtel ? Un grand hôtel hollywoodien des années 30, en plein âge d'or du cinéma. Un lieu luxueux, élégant, fréquenté par les stars, jusqu'au jour où un violent orage éclate. Un ascenseur monte, 5 personnes disparaissent. Et le bâtiment reste figé dans cet instant précis comme arrêté dans le temps. À partir de là, l'univers de la 4e dimension s'impose naturellement. L'ascenseur devient une porte vers une autre dimension. Le décor est figé. L'explication reste volontairement floue. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé et c'est précisément ce qui rend l'histoire si puissante. Et derrière cette histoire, il y a aussi un défi technique colossal. Absolument. Les Imagineers développent une technologie totalement inédite. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'ascenseur ne tombe pas réellement. Il est propulsé vers le bas, ce qui lui permet d'aller plus vite que la gravité. Le système est bien sûr sécurisé à l'extrême et d'une sophistication remarquable.
Pour la version floridienne, une innovation majeure est ajoutée, une plateforme qui permet à l'ascenseur de se déplacer horizontalement avant la chute. Le visiteur quitte littéralement le puits de l'ascenseur pour entrer dans une autre dimension avant d'être projeté dans le vide. Bref, jamais une attraction Disney n'avait combiné à ce point narration filmée, effets spéciaux, mouvements contrôlés et chute accélérée. La Tower of Terror devient un objet hybride à la fois parcours scénique et attraction à sensation. Et ça y est, on y est, arrive enfin le fameux 22 juillet 1994. Le jour de l'inauguration, l'attraction fait immédiatement sensation. Tout est calibré pour que le visiteur ne soit pas simplement un passager, mais le protagoniste d'un épisode inédit de la 4e dimension. Les jardins sont envahis par la végétation, le hall est recouvert d'une poussière qui semble dater de plusieurs décennies. Les valises sont abandonnées, les journaux ouverts à la page du drame. Dans la bibliothèque, la télévision s'allume seule et une voix familière accueille les visiteurs, celle de Rod Serling, recréée pour l'occasion. La chute finale permet aux visiteurs de traverser une zone hors du temps avant de revenir brusquement à la réalité. L'attraction devient immédiatement un classique. Et pourtant, la tour ne restera pas figée à ce seul endroit. Ah non, le concept va voyager, mais jamais sans se réinventer. En Floride, on trouve la version la plus complexe, la plus théâtrale. En Californie, l'attraction est plus compacte avant de fermer en 2017 pour laisser place à Guardians of the Galaxy Mission Breakout. À Tokyo, Disney fait un choix audacieux. Abandonner la licence Twilight Zone pour créer une histoire totalement originale autour de Harrison Hightower et de la Société des explorateurs et aventuriers, une merveille narrative. Et puis à Paris, la tour évolue encore jusqu'à proposer en 2019 une réinvention complète. Mais quelle que soit la version, une chose demeure, l'atmosphère. Et également cette esthétique du déclin du temps figé. Exactement. Le véritable secret de la Tower of Terror n'est peut-être pas sa technologie, mais son ambiance. Les lampes, les fauteuils usés, les papiers jaunis, tout respire le passé. C'est le romantisme de l'abandonné. Un monde qui n'existe plus, mais qui continue pourtant de respirer. L'hôtel n'est pas hanté par des fantômes, il est hanté par la mémoire, par une fête interrompue, par une histoire inachevée. Et au-delà d'attraction, la Tower of Terror est avant tout un hommage. Un hommage à Rod Serling, à sa manière de raconter des histoires où le quotidien bascule dans l'étrange. Même dans les versions où la 4e dimension n'est plus explicitement mentionnée, son ADN, lui, est toujours là. Un objet maudit, une disparition, une morale implicite, un monde qui se dérègle. C'est sans doute pour ça que la Tower of Terror est devenue un mythe qui continue d'influencer la conception d'expériences à grande échelle. Merci Corinne pour la découverte de cette expérience qui demeure un symbole puissant de la rencontre entre le cinéma, la télévision, l'architecture, la technologie et l'art du récit. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 22 juillet 1994. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.